Nous sommes le 10 février 2019. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Très heureux de partager ce moment avec vous. L'instant décryptage, c'est bien maintenant sur la fréquence de l'excellence, la fréquence de développement. Nous allons donc échanger avec notre consultant politique à ETélé. Au menu des échanges, bien évidemment, il y a l'issue du procès ICC Service. Il nous donnera donc sa lecture. Et le deuxième sujet, c'est bien la pertinence de certains recours électoraux déposés et formulés devant la Cour constitutionnelle. Nous en parlerons également. Agapit Napoléon Maforican, consultant médias et communication, expert en gouvernance, consultant politique à ETélé. Bonjour. Bonjour Romiad, bonjour téléspectateurs. Voilà, après 32 jours d'audience à Porto Novo, la Criette a rendu son verdict. Quelle lecture vous inspire justement le verdict de la Criette? Déjà, un constat, c'est rare qu'au terme d'un procès aussi passionné et annoncé à haut risque que toutes les parties soient contentes, et expriment leur totale et entière satisfaction. Surtout que ce procès a été conduit par une cour sur laquelle beaucoup ont jeté l'heure dévolue, sur laquelle la vindicte populaire a été appelée. Une cour traitée de toutes les dénominations, de tous les qualificatifs, et qui a su, avec maestria, conduire les choses avec élégance, avec responsabilité et fermeté, mais avec, disons, toute la considération de chacune des parties. Donc, au terme de ce procès, on ne peut qu'être satisfait, d'abord en tant que citoyen, maintenant, en tant qu'analyste de l'actualité. On ne peut que constater simplement que l'attelage a été bon et que l'initiative, finalement, de traiter ce dossier à la Cour et à la Criette et de le retransmettre pour que tout le monde sache ce qui se passe. Ces décisions ont été de très bonnes décisions salutaires qui finalement ont eu des effets positifs. Sur le fond, oui, il est quand même loisible de constater que là où les autres n'ont pas pu, parce que ce dossier, c'est quand même existe depuis pratiquement 8 ans, 9 ans. Et on a tenté. Il y a eu beaucoup de commissions, il y a eu beaucoup d'intervenants, et pour autant, il y a même eu un début de procès. Donc, il est loisible de constater que là où les autres ont échoué, la Criette a réussi. Il faut rappeler deux fois à la cour d'assises. Et... Absolument, c'est exactement ce qu'il dit. Donc, finalement, on peut dire que non seulement les déposants, la Cour reconnaît le droit des déposants de rentrer dans leur fonds. Ça veut dire que la Cour reconnaît quelque part qu'ils ont été floués. Alors qu'on aurait pu penser, comme moi je le pensais personnellement, qu'ils se sont laissés aller à une facilité. Mais lors des déballages, vous verrez, vous constatez que l'État ayant porté caution à un certain nombre de situations, finalement, a permis aux déposants de se rassurer qu'ils ne faisaient rien de mauvais que de se confier à une structure ou à des structures validées, cautionnées par l'État. Donc, quelque part, c'est un des enseignements de ce procès. L'un des enseignements de ce procès, c'est le courage des déposants qui se sont manifestés, qui sont allés à la Criette, qui ont pu exposer leurs doléances, qui ont aidé un peu plus ou moins à la manifestation de la vérité. Un des enseignements, c'est quand même une sorte d'un peu d'indulgence à l'égard des promoteurs. C'est 10 ans. C'est vrai que les lois... Justement, beaucoup sont déçus. Les lois qui ont corsé, parce que qualifier ces faits n'était pas facile. Au moment où il se passait en 2006, 2007, 2008, 2009. Notre arsenal a évolué depuis lors. Mais qualifier ces faits en ce temps est difficile. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs qualificatifs. La Cour en a retenu certains. Et donc, quand vous regardez la loi, est-ce que la Cour peut aller plus loin sur la base des tests que nous avions? Il faut respecter les tests. Donc, c'est ça. C'est là la sagesse de la Cour et de ses animateurs, le président, le procureur spécial Tobono. Je pense que, et leurs collègues qui les assistaient, on se situe comme les juges,
Les assesseurs. Tout ce qui, en tout cas, toute l'équipe de la Criette, je pense, sous la conduite donc, des deux, ils ont pu dire du droit. Je pense que ceux qui ne comprenaient pas le fond du dossier, les implications juridiques, l'application des tests au moment des faits et l'incrimination qu'on pouvait retenir en ce moment, je pense qu'avec ces débats, on s'est rendu compte des limites que nous avions au niveau de l'État en ce moment. Ce qui a pu faciliter l'existence de cette structure-là. Donc, je pense que les promoteurs du ICC n'auraient pu prospérer si l'État avait joué toute la partition. Si les citoyens, donc, quelque part, le verdict a été un verdict pédagogique. Et c'est pour ça que, moi, j'estime que tout est bien qui finit. J'ai lu et tout ça pour ça. Oui, mais bien sûr, il faudrait bien que tout ça donne ça. Puisque, depuis, on n'a rien eu. Beaucoup ont dit, ils vont, mais on n'a rien vu. Donc, cette fois-ci, au moins, on a du droit. Maintenant, on peut commenter des arrêts. Et pour vous, c'est un verdict exemplaire. Véritablement, vous l'avez signifié. Absolument. Pour moi, c'est un verdict instructif, c'est un verdict salutaire, c'est un verdict exemplaire. Je vous l'ai dit, du point de vue, j'ai évoqué plusieurs points de vue. Tout à fait, les instruments juridiques que nous avons. Absolument. Et aussi d'un certain nombre de paramètres que la Cour a pris en considération et qui transparaissent dans l'énoncé. Le procès n'est pas terminé. Vous le savez bien. Oui, tout à fait. Qu'il y a des ouvertures. Procureur spécial. L'auteur, comme je vous l'ai dit, ces choses n'ont pas pu arriver sans l'implication de l'État, d'une certaine personne, en tout cas de certaines autorités qui assumaient des responsabilités et qui ont dû laisser filer. Alors, au début, on dit non, c'est Yahi qu'on cherche. Mais pendant ce temps, Yahi fait le tour du pays, il se promène, il fait du jogging, il prend des bébés de foule et pourtant le procès a lieu. Et j'ai dit, moi, ici, que normalement, quand on regarde son émotion, en tout cas exprimée en son temps, normalement, il aurait pu se mettre à la disposition. Ou tout au moins demander à être écouté comme sachant. Puis c'est sa requête. Comment être écouté comme sachant. On pourrait dire que ce n'est que partie remise, puisque... Non, moi je parle de... Parce que beaucoup estimaient que si la justice avait besoin de l'écouter, on l'aurait appelé. La Cour l'aurait demandé qu'il vienne s'exprimer, tout au moins comme sachant. Puisque autant il est couvert par une immunité, mais pour les autres, c'est par rapport au jugement, personne ne le met en cause. Mais tout citoyen dont il n'est plus aujourd'hui couvert par l'immunité de fonction. Ces actes commis en son temps sont couverts, d'accord? Mais la Cour aurait pu l'inviter pour parler. Si ça a été fait, beaucoup auraient dit oui, c'était un procès contre Yahi, c'est pour tuer Yahi, c'est pour empêcher Yahi de ci, de ça. Mais ce qui est intéressant, et que le consultant a vu, c'est justement que pendant que les gens disaient les procès en intention d'anti-yahisme ou de matraquage de Yahi, pendant ce temps, Yahi se promenait dans le pays, librement. Il prend des bains de foule. Donc, pendant que le drame, ou la suite, ou le procès de la dramaturgie de 2008-2009, son procès se déroulait à Porto-Novo, il fait que le chef de fait, le président, notre président, en qui le citoyen avait a cru, et qui a pris l'engagement qu'il fera tout pour que les choses soient rendues aux gens. Le procès, on n'a pas senti en lui une sorte d'émotion. On n'a pas senti en lui une volonté de communier avec la population. Alors quand moi je vois peut-être qu'il attendait qu'on l'appelle. Quand je vois cette type de population courir derrière, je dis mais est-ce qu'on est si bête? On peut croire en quelqu'un, en son émotion. On y a cru à un moment donné. Mais quand certains faits arrivent, on doit pouvoir analyser. Et certains doivent pouvoir faire l'écho de l'analyse. Mais quand, au moment où le procès se déroule, et il fallait se mobiliser et trouver la vérité des choses, faire en sorte qu'on puisse restituer, payer certains déposants, qu'on retrouve ce qui s'est passé, ce qui a fait faillite dans l'affaire. Comme je vous ai dit, il y a eu un rapport du FMI qui a montré quand même que l'État n'a pas joué sa partition, que c'est la différence de l'État. Le rapport existe. Alors que lorsqu'on était chef d'État en ce moment, et au moment où l'État, qui est une continuité, se déploie pour que la manifestation de la vérité se fasse à travers l'un de ses pouvoirs constitués, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire,
C'était un peu gênant de voir le chef de l'État de l'époque faire le tour du pays, prendre les points des foules, se mettre en spectacle. Il est quand même libre. Hein, oui, je suis d'accord, mais je fais une démonstration. Puisque la parole du chef doit pouvoir quand même être analysée. Quand on voit l'émotion exprimée à l'époque, alors même que certains officiers disaient que non, il est impliqué, il se défendait, à juste titre d'ailleurs. Personne ne dit, moi je ne dis pas qu'il est impliqué, je n'ai pas fait d'enquête, je ne peux pas le dire. Oui. Mais nous avons cru qu'il était une victime aussi du système. Moi j'ai cru. Nous avions cru, beaucoup avaient cru. Maintenant qu'il est question qu'on retrouve la vérité de ce qui s'est passé, moi j'étais mal à l'aise. De sentir une sorte d'indifférence. À la limite, une sorte de victimisation. On se victimise en disant, ah oui, c'est moi qu'on cherche. Mais comment? Il ne l'a pas dit directement. Ouais. Mais beaucoup de ses partisans l'ont dit. Les gens l'ont écrit. Mais ensuite, quand vous voyez que lui-même se promène, et il ne donne pas une vérité, il n'arrive pas à exprimer la chose. Mais concrètement, mais on est où? Quand vous le voyez prendre des bains de foule, il est libre. Mais au même moment... Il partageait des moments douloureux avec certains citoyens. Il rend visite, par exemple, à des personnes qui ont perdu leurs proches. Il en a le droit. Il en a le droit. Il en a le droit. Mais il y en a plein qui ont perdu leurs proches. Il y en a plein qui ont perdu leur vie. Il y en a plein qui ont perdu leur identité, leur honorabilité, leur personnalité dans cette dramaturgie de ICC Service. Donc, c'est de ça que moi je parle. Je pense que l'homme politique doit essayer, parce que quand on nargue les populations, quand on les prend pour des moins que on les instrumentalise. C'est vrai que la foule se laisse toujours instrumentaliser. Et quand on voit cette foule qui accompagne ces choses-là, vous vous rendez compte que oui, on circule, on distribue les... Moi, non, je suis un peu embêté. Je suis embêté parce que nous avons cru dans cette politique 10 années durant. On a apporté nos concours. Alors quand avec le temps, on dit, mais on s'est fait duper ou quoi? Et quand on dit on, c'est pas que Forican, c'est toute une population. En 2011, il y a une victoire. Quand même dans des conditions difficiles, mais beaucoup ont suivi. Et donc, est-ce que pendant tout ce temps, on s'est fait duper? C'est là la question. Est-ce que toute la littérature, tout le spectacle, les rencontres au palais, est-ce que tout n'a été que spectacle? Mais on a l'impression aujourd'hui, et souffrez que c'est la lecture que vous faites. Souffrez que j'exprime franchement le désarroi d'un citoyen. Donc, c'est un peu ça. Ça donne l'impression qu'on ne sait pas. Et que bon, on se met en spectacle à tout instant. Pendant que les gens sont en Porte-Novo, pendant que les d'anciens cadres qui n'ont fait que respecter les instructions étaient matraqués, étaient appartenus. Il y en a même qui étaient de sa chance de devenir témoins. Oui. Mais ça n'a pas ému le chef. Il y a au moins ce qu'on appelle la responsabilité morale. Quand on a exercé des hautes fonctions, on ne peut pas être indifférent à ces choses-là. Et on ne peut pas que être narcissique, se regarder uniquement soi en pensant que ce n'est que ça. Non, il me semble qu'il y a une dimension humaine de la responsabilité qu'il faut savoir partager. Et moi, honnêtement, je n'ai pas apprécié. Je dis toujours, ceux qui soutiennent Yahi et applaudissent Yahi a été président 10 ans. Rien ne fassera cela. Mais il restera toujours des actes qui seront gravés dans l'histoire. Et quand on va quitter la dualité Yahi, Talon, Yahi, beaucoup comprendront qu'il y a quand même l'analyse restera. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse, que pendant le procès de l'ICC, que le président Yahi n'ait exprimé aucune compassion envers les victimes, n'ait pas pu s'excuser en tant qu'ancien président de la République de ne pas avoir été à la hauteur par rapport au cadre qu'il a nommé, par rapport aux responsables qu'il a nommé, par rapport aux dirigeants qu'il a nommé, de ne pas pu empêcher que cela se passe. Ce n'est pas pourquoi les gens démissionnent ailleurs. Est-ce que vous savez que Laurent Fabius, ancien ministre français, a été condamné dans l'affaire du sang contaminé en France, tout simplement pour responsabilité morale. C'est pas lui qui était dans les hôpitaux, mais il était condamné parce qu'il était le ministre, il portait une caution. Et dans d'autres situations, d'autres démissionnent. Alors, on ne peut pas penser toujours que non. Alors, responsable, mais pas coupable, coupable, pas responsable. Clarifions au moins. Mais que l'intéressé manifeste une sorte de compassion. Mais la théâtralisation du jeu est une sorte d'instrumentalisation du citoyen. Et moi, je me dis, mais ceux qui ne peuvent pas le dire, mais c'est dommage. Il peut le faire peut-être après le verdict, parce que à l'issue du verdict, il pourrait quand même aussi se rattraper. Pourquoi pas? Il aurait peut-être pu le faire lors du jogging.
du week-end. Non, il y a non, non, quelque chose pour... Moi, honnêtement, je dis, nous devons avoir le courage de dire les choses là. Pas qu'on en veut à quelqu'un. Comme dit, non, c'est pas quelque chose qu'on en veut. On ne se réunit pas non plus. Parce qu'il y a certains qui ne comprennent rien à rien. Ils vont dire, oui, vous vous réunissez, on vous a vu autour de Yaï, mais non. Encore que, on peut qualifier le rôle que chacun joue autour de Yaï. Il y avait les valets, la bande des valets troglodytes qui étaient là pour capter les rentes. Et puis non, on peut jouer ce rôle-là autour de Yaï. Donc, ceux qui ont joué ce rôle-là peuvent se reconnaître. Mais il y en a ceux qui ont cru, peut-être naïvement, peut-être trop naïvement, et qui sont déçus de constater que, au moment où certaines choses proclamées à l'époque se mettent en place aujourd'hui, qu'au lieu d'accompagner, tout au moins de constater que ceux d'aujourd'hui font mieux que ce qu'on a proclamé hier, qu'on n'a pas pu du tout mettre en œuvre. Mais le drame, c'est qu'on plutôt combat ça. On l'attaque. Et ça me dit, mais alors, donc, ces promenades présidentielles, au poste présidentiel dont lieu à quoi. Ailleurs, les gens vont faire des conférences publiques. Ils vont apporter quelque chose de nouveau. On peut bien créer ONG, partager des choses, mais bon, si ça peut donner des prébendes à des gens, mais ça, franchement, c'est pas ça. Il faut quand même une voilà. spécificité africaine, pourquoi pas béninoise. Et c'est ça l'instrumentalisation des pauvres populations. Moi, je dis, c'est une instrumentalisation. Ça n'a pas un autre nom. C'est une instrumentalisation. C'est une aberration. C'est pas normal. C'est pas normal. Et personne ne se meut. Ça paraît tellement normal. Tout le monde rigole. Et donc, du coup, mais il faut que le pays change quand même un jour. Il faut on n'est pas si bête. Nous devons apprendre à raisonner, à analyser. Et justement, l'issue de ce procès, on pourrait le dire peut-être, cela légitime un peu la criette. Oui, mais en réalité, oui. Vous le dites si bien. Donc, je conclue quand même sur l'autre plan en disant, pour moi, et il faudrait vraiment qu'on comprenne ce que dit. Il ne s'agit pas, moi je ne suis pas là pour délivrer le président, je ne suis pas là, loin s'en faut. Et pendant les 10 ans qu'il a passé, comme je dis, je revendique un certain nombre de postures qu'il avait prises, et tout le monde, le développement de notre pays, la lutte contre la corruption, un certain nombre d'actes de gouvernance que nous croyions légitimes, enfin, que nous croyions vraiment sérieux, légitimes, et qu'il fallait accompagner, un certain nombre accompagner mécaniquement, spontanément, peut-être naïvement. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est le fait qu'une fois qu'il a quitté, ces mêmes actes mieux conduits, mieux organisés, avec plus de résultats, sont combattus par lui et par son camp. Et pendant ce temps, il fait le tour. Ça, je ne suis pas d'accord. Et là, je peux faire le débat avec n'importe qui. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, moi, tel est SCBE, vous étiez là avant, vous dites, non. Je suis prêt à faire le débat pour dire, la gouvernance doit être une gouvernance, il doit y avoir une vision, un côté humaniste dans cette affaire, et un côté de responsabilité. Il faut assumer parfois les responsabilités. Il faut être responsable des actes qu'on a commis. Et surtout, il ne faut jamais se renier facilement. Je pense qu'il doit y avoir un peu d'éthique dans cette affaire-là. Or, c'est cette éthique, c'est l'absence de cette éthique-là que je condamne. Mais j'ai le droit de le faire parce que je peux me dire que j'ai été floué aussi. Voilà. Donc, cela dit, on revient au procès ICC et on dira que oui, la criette, je vous l'ai dit, la criette, c'est la même chose. Quand on a créé la cour, les gens disent non, voilà, c'est pour faire le règlement de compte. C'est une cour d'exception. Après ce procès, c'était une cour spéciale. Je pense qu'il y a une décision en cour constitutionnelle qui était claire là-dessus. Mais après ce procès, moi, j'attends ceux qui doivent... Enfin, ils se cachent en attendant de trouver de nouveaux comment on appelle, éléments de langage et de revenir pour sortir encore un certain nombre d'agressés. Mais bon, c'est de bonne guerre. À partir du moment où on permet aux gens de... La liberté d'expression, c'est aussi ça. Laisser les gens se défouler. Mais heureusement, si l'action, celui qui a l'action, le gouvernement, les autorités publiques, les pouvoirs publics ne se laissent pas dérouter. L'essentiel est qu'on puisse avancer. Donc, pour moi, après ICC, il faut que la criette, des dossiers sur lesquels elle est saisie, puisse également, dans la même sérénité, dans la même clarté, dans la même ouverture, dans la même responsabilité, que la criette puisse faire la lumière sur un certain nombre d'autres dossiers. Et que ce dossier ICC, sur les aspects qui restent à clarifier, sur l'implication de certains hauts responsables, que ce dossier se poursuive. Vous attendez impatiemment l'acte 2? Oui, absolument. L'acte 2 est important. L'acte 2 est important. Et surtout qu'on ne pense pas que que mon truc dit concerne Yahi, parce que tout le monde, comme on a le sens des raccourcis. Non, moi, je ne parle pas de Yahi. Mais il faut que nous comprenions, il faut qu'on situe les recettes de ceux qui ont failli. Alors, Yahi, en tant que président de la République, ce n'est pas lui qui a l'opération. Il y a des gens qui ont exécuté des choses. On a écouté des gens qui ont parlé. Il faut qu'on les voit maintenant. Si ça remonte,
si on a prévu la haute cour de justice, c'est pour ce que les hauts responsables, à un moment donné, aillent s'expliquer. Si ça doit remonter, mais que le débat se fasse et que nous comprenions ce qui s'est passé. Nous, on ne peut pas, au niveau bas, être justiciable et qu'au niveau, au sommet, que certains ne le soient pas, ne le feront pas. Non, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on a compris qu'on peut ouvrir un procès, écouter toutes les parties et qu'au verdict, tout le monde soit content. Ça veut dire que l'acte 2 est nécessaire pour qu'on puisse aller au fond de ce procès et qu'on comprenne concrètement ce qui s'est passé, qui a été tenant, qui est aboutissant. Parce que des gens ont dit des choses devant la cour. Des gens, ils peuvent avoir. Quand vous jurez de dire la vérité, vous dites certaines choses, ça vous engage. Oui. La loi vous engage. Donc, il faut qu'on comprenne concrètement un certain nombre de ce qui s'est passé. Donc, pour moi, l'acte 2 est indubitablement important pour que nous puissions. Il faut qu'on cesse avec ce type d'affaires de nébuleuses qui n'ont jamais d'épilogue. Il faut bien qu'on en arrive à l'épilogue judiciaire où au moins une fois pour toutes, chacun est fixé sur son sort. Et effectivement, vous avez commencé par le dire aussi, la dextérité avec laquelle le président de la Cour a conduit les choses, a conduit les audiences. Ça a marqué plus d'un, véritablement. Oui, disons que beaucoup ne connaissaient pas le président Jacques Dossa. J'ai eu la chance de le côtoyer un tout petit peu quand j'étais à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Il était procureur à Ouida et donc nous travaillions avec un certain nombre d'hommes de justice. Donc on a eu l'honneur, on a eu la chance, on a eu le plaisir de l'avoir sur certaines activités. On était satisfait. Donc c'est quelqu'un qui en connaît. Et donc ça ne vous étonne pas aujourd'hui? Non du tout, il a une personnalité. Il a une maîtrise de ces dossiers-là. Et il a des études plus poussées d'ailleurs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le terrorisme, tout ça là. Donc il connaît un peu ce type de cas. Et puis quand il a été juge, après procureur, un peu comme le profil de Tobonon, de procureur spécial, un peu plus jeune sans doute que le de ça, mais qui a aussi un parcours de juge, de président de tribunal, de procureur. Donc, du coup, quand vous capitalisez ces expériences, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de Tobonon? Qui ne connaît rien, il est ça, il a expérimenté, mais sur ce procès, je pense que d'abord depuis qu'il était à Cotonou comme procureur de la République, vous avez vu comment ça s'est passé. Donc naturellement, en tant que procureur spécial. L'empreinte tout de même de l'audace, du courage, est bien là. Et quand vous référez aussi aux déclarations sur notre émission, le débat avec Priscille Pobremen, les avocats, que ce soit des victimes ou de la défense, ont reconnu qu'il y avait de l'audace, il y avait le courage qui était quand même l'une des empreintes de cette cour-là. Il y avait le professionnalisme tout court. Il y avait le professionnalisme. Et ça, c'est un camouflé. Ça, c'est important. Vous savez, moi, j'ai pas envie de m'attarder trop sur les qualités des deux et de tous leurs collaborateurs ou leurs collègues. Parce que autour d'eux, il y a les collègues à eux, il y a les juges et puis il y a les substituts. Donc, ils sont tous autant responsables de tout ce qui est, en tout cas, ils sont tous comptables de cet heureux dénouement. C'est pas que les deux. Derrière les deux, il y a tout l'appareil qui fonctionne. Voilà, et qu'il faut saluer. Mais je pense que c'est un camouflet pour ceux qui sont spécialistes des procès en intention. Parce que tout ce qui a été dit sur cette criette-là, c'est comme si, dès que le pouvoir change, on ne peut plus agir. Parce que dès que vous agissez, c'est que vous êtes chasse à l'homme, chasse aux sorcières, et que dès que la criette était saluée, était attendue. Comme je vous ai dit, moi, à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, nous voulions. On a demandé. On a même fait une étude. Parce qu'il fallait une juridiction spéciale pour qu'on ait des questions du genre. Et là, c'était une célérité également. Absolument. Et c'est du pain béni. Quand moi, j'ai dit, mais c'est du pain béni, mais c'est franchement, mais même le président Guillaume Goubi, paix à son âme, aurait jubilé, aurait peut-être fait un bon jogging lui aussi. Et peut-être aussi un samedi matin. Un samedi matin, pour avoir, parce qu'on en voulait, on en demandait, on n'a pas eu cette chance. Et je pense que naturellement c'est arrivé. Mais les gens n'ont rien compris. Les mêmes qui revendiquent qu'il y a lutte contre la corruption, il y a des dossiers, les mêmes n'arrivent pas à accepter. C'était utile, c'est nécessaire. Donc la criette, rien que en 30 jours, l'instant d'un procès qui a tellement traîné, carrément, c'est pas de mer, à un moment donné, a pu rallier même les adversaires, même ses pourfendeurs. C'est une bonne chose. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on s'en cadeau, ça s'en est, c'est fini, c'est réglé. C'est bon que la criette continue de faire preuve de célérité et que l'opinion commence par comprendre qu'on en avait besoin, on en a besoin pour mettre de l'ordre dans nos pratiques
dans la pratique de la gouvernance. C'était tout de même risquant, la retransmission en direct, hein, ce choix-là, parce que tout le monde vous écoute, tout le monde vous suit. Véritablement, vous pouvez vous perdre dans vos déclarations aussi, dans vos dépositions. C'était quand même risquant. Oui, vous savez, je pense que j'ai écouté un commentaire on dit non, mais on ne peut pas permettre, la salle d'audience de Créette ne peut pas prendre 100 personnes. Encore il y a des milliers de déposants. 94 000. Voilà. Comment on va faire? Comment ils vont faire? Ils ont le droit de suivre le procès. Donc c'est ce qui justifie la retransmission en direct. Et je me suis laissé dire que quand on dit retransmission, c'est comme si les gens venaient suivre le débat du direct. Normalement, il ne doit même pas avoir de rediffusion. Parce que la rediffusion, vous avez enregistré. Or, c'est interdit, normalement. Donc, l'autorisation donnée était pour permettre à tous ceux qui ont déposé de suivre le procès. Et ça a été intéressant, parce que tout le monde a dit non, le juge a fait ci, le juge a fait ça, on n'a pas permis à la défense de... On n'a pas... Aujourd'hui, tout le monde a suivi. Et les mêmes déclarants, ceux qui, les sachants, les témoins, savaient ce qu'ils disaient, et les noms qu'ils citaient, et les gens qui sont là, la plupart des gens vivaient encore. Donc c'est intéressant, qu'on dit non, tel m'a dit, tel jour, et le tel a vie. S'il ne se manifeste pas, ça veut dire que quelque part, il se sent coupable. C'est pour ça que je disais tout tantôt qu'à certaines positions, même politiquement, certains auraient demandé. Et le président Yahi aurait pu réunir son état-major de l'époque en disant, nous faisons, comment nous allons aider à la manifestation de la vérité. Puisque nous étions concernés. Les gens parlent à notre nom. Certains les gens nous mentent sur notre compte. Allons dire la vérité. En tout cas, notre part de vérité. On n'a pas vu ça. Donc, si on reprend certaines décisions, certaines déclarations, certains propos devant le tribunal, on peut se demander, mais le silence de beaucoup vaut acquiescement. Donc, la retransmission en direct était, je pense que c'est un peu, ça m'a rappelé la retransmission en direct de la conférence nationale. Les forces vives, on est dans le mois, on reviendra sans doute là-dessus. Oui, tout à fait. La retransmission en direct de la conférence nationale qui a permis à beaucoup de Béninois de se rendre compte de l'état de décrépitude de ces cadres. Mais nous a permis de faire le procès, sans doute, du PRPB de l'époque, et puis surtout a permis à Kérékou de montrer la force de sa personnalité et de son patriotisme. Aujourd'hui, je pense que la retransmission en direct de ce procès a permis de découvrir la criette, de se faire révéler la criette, et comme je l'ai écrit quelque part. Donc, c'est un bien pour un bien, comme on le dit. Et ceux qui aspirent à diriger ce pays, ceux qui aspirent peut-être à gérer les deniers publics, ceux qui aspirent à être responsables de cette patrie, quelles leçons pour ces personnes, justement? Non, je l'ai dit. Au début, je l'ai dit que ce procès a eu le mérite donc, de révéler un certain nombre de choses que normalement chacun doit tirer. Donc, il est évident aujourd'hui que rien ne peut plus être comme avant. C'est pour ça que justement, les actes commis par certains responsables dans l'exercice de leurs fonctions doivent pouvoir être poursuivis. Dans ce procès, je voudrais demander l'acte 2. L'acte 2 est utile, l'acte 2 est nécessaire, sinon il y aura un goût d'inachevé. Mais pourquoi vous voulez qu'on condamne Tebbenou et Guillaume Plogan et consorts sans condamner ceux qui les ont validés? Ceux qui les ont validés sont tant responsables que ceux qui ont commis les actes. Ceux qui les ont protégés, ceux qui les ont cautionnés, ceux qui les ont encouragés. Pourquoi vous ne voulez pas que cela réponde en qualité d'inculpé ou de mise en cause? Pourquoi vous ne voulez pas ça? Il faudrait qu'il y ait l'acte 2. Ça nous permettra, nous, citoyens, nous, Béninois, nous, qu'on amène, qu'on appelle à des responsabilités, de comprendre que c'est un service. Et dans l'exercice de ce service, on doit faire l'effort de rester collé à la loi. On ne peut pas se donner des libertés, des latitudes. Quand vous avez entendu quelqu'un dire, on m'a obligé à donner cadre rapproché. Quelle est la réglementation en matière de mise à disposition de cadre rapproché ou d'armes à feu? Mais en ne respectant la réglementation, vous êtes en faute. Est-ce qu'on a clarifié? Il y a plein de nébuleuses encore, il y a plein de points parce qu'on n'a pas encore poursuivi certains responsables. Il faut bien, donc, je pense que la criette a vraiment travaillerait. D'ailleurs, ça a été dit dans la décision, de toute façon, qu'il y aura. Donc, moi, j'attends l'acte 2 parce que sans cela, il n'y aura pas vraiment de grandes leçons.
il y aura pas, bon, il est heureux qu'on puisse payer. Oui. Et surtout, la manière dont le paiement a été organisé est une très bonne chose parce que ça a permis de recentrer les choses. Tout à fait. Bon, donc, il y a ça. Donc, les épargnants doivent être contents. Et remercier la criette. En tout cas, ils sont contents. Eman Mentor, hein, premièrement. Voilà. Donc, mais, quand on parle de leçon, je pense que la leçon, ce sera l'acte 2. C'est-à-dire que certains reviennent et répondent en tant qu'inculpés devant la cour pour qu'on puisse faire le grand débat et qu'on sache qui a fait quoi. Moi, je pense que, oui, les autres ont des mises en cause. Les promoteurs, oui, ils sont en faute, mais si vous roulez un véhicule qui n'est pas réglementaire et personne ne vous contrôle, ça fait accident, vous êtes autant responsable que celui qui a laissé rouler la voiture qui n'est pas en réglementation. Normalement, l'État est là pour faire la régulation de la l'État est là pour notre sécurité, l'État est là pour nous rassurer. Et nous payons les impôts, nous payons nous soumettons aux désirataires de l'État, c'est pour que l'État nous protège. Donc, en ne le faisant pas, il faut que des gens qui ont eu des postes, des moments donnés, en tant que responsables, ont parlé au nom de cet État, ont agi au nom de cet État, et ont abusé de leur position pour faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Il faut bien qu'ils répondent. Après, la Cour peut ne pas les condamner. Oh. Mais au moins qu'il y ait le débat. Moi, je ne vise personne de particulier. Moi, je voudrais qu'il y ait le débat et qu'un jour, que les affaires COVAX des années 70 dont on n'a jamais eu l'épilogue, oui. Que l'affaire Amani, il y a quelques années, décennies, dont on n'a jamais connu de la suite, que ces affaires-là deviennent pour nous des affaires passées. Que dès aujourd'hui, chaque affaire qui est évoquée, elles sont dissues. Et qu'on comprenne ce qui s'est passé, qu'on donne des sections exemplaires à ceux qui sont en cause, et que les autres, on ne garde pas. Il n'y a pas de cliché sur certaines personnes qui n'auraient pas dû être citées parce qu'ils n'ont rien fait. Mais comme il n'y a jamais eu de procès, tout le monde devient coupable, tout le monde devient innocent. C'est pas bien. Très bien. Et l'autre, en attendant donc l'acte 2, nous allons parler de ce deuxième sujet concernant la pertinence de certains recours. Vous savez, la Cour constitutionnelle, dans le cadre des prochaines législatives, a initié une réforme en ce qui concerne la célérité d'un certain nombre de recours déposés, donc devant la Cour, bien évidemment. Et donc, la mise en état est faite tous les mardis et les vendredis, la délibération. Et justement, un citoyen, on pourrait le dire comme cela, un candidat annoncé, on pourrait aussi le dire comme ça, Noureddine Saka Saleh, qui a porté un recours devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne, pour demander à la Cour donc de déclarer non conforme l'article 242. Agapite Napoléon Maforika, le fameux article 242. Oui, il faut rappeler que l'article 242 de la loi 2013-06 portant code électoral en République du Bénin, cet article a recours à l'attribution des sièges au terme des élections législatives. Donc, je suis surpris. Je suis surpris parce que la saisienne vient de personnalités très jeunes, très très futées en matière de droit. Mais bon, je suis surpris parce que cette action vise à demander à la Cour de contrôler à nouveau la constitutionnalité de cet article qui avait déjà été faite en septembre dernier. Ça veut dire qu'on demande à la Cour de revenir sur ce qu'elle a décidé. En clair, de revenir sur l'autorité de la chose jugée, revêtue donc par le contrôle de constitutionnalité de cet article-là. D'autant que c'est une loi qui applique par le contrôle de constitutionnalité. Et que cet article, notamment, avait été cité dans les articles incriminés par des requérants au moment où la loi avait été votée. Et la Cour, malgré ce type on a estimé que ça faisait partie du jeu ça rentre dans la représentativité, dans les critères de représentativité des listes. Donc, demander à la Cour, à nouveau de se prononcer sur cet article, c'est demander à la Cour soit un avis sur cet article, ce qui n'est pas du ressort du citoyen lambda, que lui, moi, pour demander l'avis à la Cour constitutionnelle, il faut être président de la République ou président de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas assez. Noureddine Saka Saleh, moi-même, les citoyens lambda ne sommes qualifiés pour le faire. Ensuite, demander à la Cour de revenir sur cet article, c'est comme si on lui demande donc de revenir sur ce qu'elle a décidé en septembre dernier. Le président de la Cour, puisque les opposants étaient entre-temps, il y a quelques semaines, donc,
à la Cour constitutionnelle demandant la clarification de cet article, l'article 242, parce que selon eux, c'était flou, véritablement. Et donc, le président de la Cour constitutionnelle disant qu'il ne pourrait pas se prononcer tant qu'il n'y a pas une saisine, véritablement. Est-ce que ce n'est pas dans la droite ligne de cela, de cette parole, de ces propos, donc, du président Joseph Gbagbo, que Nouroudine Saka Saleh, quand même, l'une des forces politiques aussi, on pourrait le dire, l'un des acteurs politiques aussi, voudrait quand même honorer ces propos du président de la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit que Nouroudine Saka Saleh est un juriste futé, il connaît, donc il sait bien que en demandant que les propos du président de la Cour constitutionnelle ne doivent pas être pris, disons, au premier chef. On doit les analyser. Oui, la Cour ne peut pas statuer sans saisine. C'est le béaba du contrôle de constitutionnalité. Il y a des aspects où la Cour peut se saisir d'office. On n'y est pas. Hein, l'article a déjà fait la loi 2013 dont on parlait. C'est pas la loi 2018. Oui. Non, c'est pas 2018. Le code pas dans le code électoral. Non, la loi portant code électoral et le nouveau code électoral. Tout à fait, la loi 2018, voilà, du 31 octobre. Voilà, la loi portant code électoral. C'est que je suis encore dans l'ancienne. Dans l'ancien code. Non, je ne parle pas de l'ancien, le nouveau code. Donc, cette loi a déjà fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité à la Cour. Donc, si le président de la Cour constitutionnelle demande à être saisi, c'est de voir quels sont les motifs de la saisine. Donc, qui l'a saisi? Quel est le motif de la saisine? Donc, avant d'analyser un recours, donc, il y a ces détails. Est-ce que la personne a qualité? Est-ce que est-ce que le délai de la saisine est respecté? Et ainsi de suite. Parce qu'il y a plusieurs types de saisine. Oui. Donc, du coup, dans le cas d'espèce, cette saisine, à mon avis, j'attends mardi, mais je serais curieux qu'il y ait une décision de fond. Cette saisine ne peut pas aboutir, soit pour irrecevabilité, si la Cour constituée, comme si on lui demandait de donner un avis, c'est que la personne qui a saisi n'a pas qualité pour demander un avis. Si, soit pour autorité de la chose jugée, on va le renvoyer à la décision qui avait, la décision de septembre 2018 et portant où la Cour a statué sur le contrôle de constitutionnalité de cette loi-là. Donc, je pense que cet article 242 ayant déjà été évoqué, oui, et lors du contrôle de constitutionnalité où la Cour estimait que l'article est conforme à la Constitution, il n'y a rien de nouveau qui soit arrivé, il n'y a pas de manifestation nouvelle de quoi que ce soit. Demander encore à la Cour à nouveau de reconnaître encore, d'analyser, de contrôler la constitutionnalité de cet article, c'est de demander de revenir sur ce qu'elle a déjà jugé, notamment l'article 124 de la Constitution, comme la dimension de la... Les articles de la Constitution sont déjà revenus sur cette question-là. Et la Cour, dans une jurisprudence constante, a déjà montré l'autorité de la chose jugée est revêtue, dont certaines de ces décisions sont revêtues. Est-ce que ce n'est pas parce qu'une brèche avait été ouverte? C'est vrai que vous allez nous donner votre point de vue, votre lecture par rapport à la brèche concernant l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi complétant l'organisation judiciaire. Non, c'est deux choses différentes, c'est ça. Je ne veux pas mettre une confusion dans les esprits. La décision de la Cour constitutionnelle, c'est la décision concernant la cueillette. Oui, tout à fait, l'alinéa 2. L'alinéa 2 de l'article 12, voilà, où on parlait de l'équitabilité, je pense. Tout à fait, le double degré de justice. Le droit à une justice équitable. Ici, on est en droit fondamental. Ici, on est en droit fondamental. Et la Cour peut s'autosaisir. La Cour peut se saisir d'office. La Cour peut... donc, ce dont il est question, c'est au niveau du droit. Donc, il y a un contrôle de constitutionnalité, de conformité à la Constitution, qui est le premier contrôle, la mission de la Cour constitutionnelle, contrôler la conformité à la Constitution de toute loi. Donc, là, maintenant, on évoque une question de droit fondamental, de droit de l'homme, donc le droit à une justice équitable pour tous. Et donc, c'est deux choses différentes. La Cour estime que l'alinéa 2 de cet article 12 ne permet pas. Donc, ça pourrait lui échapper lors du contrôle de constitutionnalité. Ça lui a dû lui échapper. Et donc, elle rattrape.
et en s'appuyant sur, effectivement, cet office de décision systématique sur les questions de droits fondamentaux. Donc ça, c'est comme, là, on peut comprendre cela, il n'y a pas de confusion à avoir. Ici, nous sommes dans un contrôle de constitutionnalité et même la saisine n'a pas parlé du droit fondamental. Non, il n'y a pas de droit fondamental lié à ça. L'article est resté, on a dit, mais on parle de critères de représentativité. On dit, ça c'est pour toutes les listes. Et l'article est quand même clair. Apparemment, pas clair pour les opposants. L'article est très clair. Je l'ai dit une fois, j'ai dit, mais il faut qu'on s'essaye peut-être qu'il y ait une classe d'interprétation ou bien d'analyse grammaticale ou logique des phrases, ou d'analyse politique des phrases, qu'il y ait des séquences pour des hommes politiques. Et pour voir, est-ce que c'est clair ou ce n'est pas clair? C'est clair, non? C'est une scrutin, la répartition de sièges est faite par scrutin de liste. C'est dit. Et quand le scrutin de liste, c'est dit, c'est clairement dit au niveau de cet article de 42. Tout à fait. Sont éligibles seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement Non, exprimés. il faut lire tout l'article. Il faut lire tout l'article. Si vous restez sur seuls les 10%, je ne sais pas bien, il faut lire tout l'article. Je vais voir si dans mes notes, j'ai tout l'article. Sinon, si on ne lit pas tout l'article, on ne comprend pas le processus. Comme je vous l'ai dit globalement, la répartition se fait sur la base de liste. Mais voilà, l'article dit, l'attribution des sièges aux différentes listes en présence s'effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Voilà le principe général. Oui. Mais la loi va plus loin maintenant, en modélisant le système pour qu'il y ait une représentation nationale. Le député étant l'élu de la nation tout entière, donc il doit pouvoir avoir une représentativité nationale. Le débat a été fait. Et la loi dit, seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir moins de 4 listes éligibles. Quand on dit, qu'est-ce qui est éligible? Est éligible celui qui est qualifié pour participer à une élection. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, à une compétition. Or, ici, l'éligibilité, c'est l'éligibilité au siège est éligible, donc sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Donc, on a déjà fini les élections, on fait le point, on dit, ceux qui doivent être éligibles ne doivent pas être moins de 4. Donc, il faut voir alors les conditions. Toutefois, si le nombre de représentants au Parlement a indiqué, toutefois, si le nombre, je pense qu'il y a un manquant dans mon... Il y a tout de même, et quand on ne comprend pas, en attendant de retrouver, quand on ne comprend pas véritablement un article... Voilà, on dit, toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution des sièges. Toutefois, si le nombre de listes en compétition... Donc, il y a deux notions à clarifier. Liste en compétition et liste éligible. Liste en compétition, c'est les listes qui sont validées pour aller aux élections législatives. Ouais, quelle est la compétition? C'est les élections législatives. Quelle est les listes éligibles? Au terme des élections législatives, quelles sont les listes qui remplissent les conditions pour participer à la répartition des sièges? C'est les listes éligibles. Donc, du coup, quand cette clarification est faite, je pense que si quelqu'un n'est pas d'accord, il vient, on peut discuter. Donc, si c'est fait, après maintenant, il faut que ça soit fait et regarder les cas de figure. Apparemment, c'est quand on a fini ce travail, on fait une publication, on peut montrer à la Cour peut-être qu'elle s'est trompée clairement. Donc, on peut lui demander de rectifier une erreur, peut-être matérielle. Or, en la matière, il n'y a pas d'erreur matérielle, puisque du tout, la Cour est claire. Et cette question fait partie de des critères de représentativité des listes. Je ne vois pas en quoi l'article viole la Constitution. Ça, c'est ma lecture. Cela dit, on va écouter la Cour. Moi, je ne suis pas membre de la Cour. Et ça fait longtemps que la Cour a montré qu'elle est juge. Elle a la compétence de ses compétences. Elle a déjà pris des décisions à des moments donnés
en se donnant la liberté de revenir sur certains types de délibérations. Donc là, on peut attendre mardi, mais je serais quand même surpris, hein, parce que là, on va rentrer dans une insécurité judiciaire claire et nette, parce qu'une confusion totale si la Cour devait revenir sur cet article, alors qu'il n'y a aucun nouveau, il n'y a rien de nouveau qui soit arrivé, il n'y a pas une nouveauté, un nouvel élément, quelque chose de fondamental ou de matériel pour qu'on puisse revenir là-dessus. Franchement, ce serait bizarre que la Cour revienne sur cet article. Et quand on ne comprend pas un article, par exemple, est-ce que là, il peut arriver ce cas de figure où la Sénat organisera un séminaire d'appropriation de cet article, par exemple, ou du code électoral au profit des partis politiques? Oui, là où beaucoup la Sénat peut le faire. La Sénat, puisqu'elle est qualifiée pour organiser les élections en beaucoup de compétences, elle peut le faire. Mais la Cour elle-même ne peut pas le faire. Elle est juge de contentieux. Elle ne peut pas anticiper le contentieux. Elle ne peut pas anticiper le contentieux. Donc, il n'appartient pas à la Cour d'interpréter cet article-là. Ce n'est pas son contrôle, ce n'est pas son rôle. Donc, la Sénat peut le faire. Mais la Cour peut profiter d'une décision, peut-être mardi, au terme de la mise en état, pour donner une certaine lecture. La Cour, depuis un temps, quelques années, quelques mandatures, essaye de profiter d'une saisine quelconque pour faire comprendre la lecture qu'elle a. Puisque ne pourront pas directement statuer sur une interprétation d'un texte. Elle ne peut que faire du contrôle de constitutionnalité ou de saisine d'office, les trucs de droits de l'homme, tout ça. Donc, la Cour profite donc de certaines saisines donc, on va voir peut-être que si mardi, au terme de la mise en état, la délibération, on va voir si la Cour va expliquer ce qu'elle entend par. Mais si autrement, ne vous attendez pas à voir la Cour inviter les gens pour dire, bon voilà, selon moi, hein, voilà comment, ou bien donner des injonctions à la Sénat par rapport à. Non. La Cour va attendre, quand il y aura une répartition, il y aura peut-être des contentieux liés à cela, et là, on aura une décision qui nous fixera peut-être sur la manière de répartir. Et donc, le contentieux n'est pas en période préélectorale. Si cet article, il ne peut pas avoir de contentieux, puisqu'il n'y a pas de répartition des sièges. Alors, il n'y a pas de contentieux encore. Les listes, on n'a même pas encore de liste en compétition. On parle de deux notions, liste en compétition, liste éligible. On ne connaît même pas encore les listes en compétition. Donc, il faut attendre d'abord de savoir quelles sont les listes en compétition. Et là encore, on ne peut pas faire de contentieux sur ça, sur l'article 242, parce qu'on ne connaît pas encore les listes éligibles. Or, quelqu'un ne peut pas dire, moi, je suis en compétition. Je veux savoir comment on va répartir. L'article 242 a déjà dit comment on va répartir. S'ils n'ont pas compris, ils prennent des consultants politiques pour les aider. Ils prennent des juristes, des interprètes, des commentateurs d'arrêt, des juristes. Et ils attendent que la répartition se fasse. Parce qu'en réalité, ils veulent anticiper une situation. On ne peut pas anticiper l'application du droit. Hein, dans le cas d'espèce, dès que les dispositions sont éditées, ils veulent faire dire au juge ce qui se passerait si. C'est pas son travail, ça. Il veut tout de même connaître les règles du jeu avant le jeu. Les règles du jeu sont précisées par l'article 242, notamment. Toutes les règles du jeu sont précisées par la Constitution, par le Code électoral, notamment, en la matière. Donc, et pas toutes les lois associées. Donc, mais dans le cas d'espèce, ils ne peuvent pas connaître ce qui se passera sur la 242, parce que ce qui se passera, la 242, c'est lié, en tout cas, l'article 242 est relatif à la répartition des sièges. Or, la répartition des sièges, c'est après l'élection. Ça ne peut pas avoir lieu avant. Alors donc c'est fini, il n'y a pas de. Comment vous voulez parler d'une manne alors que vous n'avez pas encore cueilli le fruit. Donc il faut attendre. Mais moi je suis curieux, comme je dis toujours, la Cour enrichissant ou élargissant parfois ça se fait d'interprétation des choses. Moi autant j'ai dit ce que je pense en tant que pour le peu que je connais dans la matière, autant j'attends. Attendons la décision de la Cour. Comme je vous l'ai dit, je suis très 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 surpris si la Cour allait au fond. Si elle ne renvoyait pas les intéressés à l'autorité de la chose jugée, déjà par le contrôle de constitutionnalité précédent, ou alors c'est des gars incompétents parce qu'ils estiment qu'on veut l'amener à donner un avis, ce qui n'est pas de son ressort. Il y a plusieurs moyens que la Cour peut évoquer pour ne pas aller au fond et attendre qu'on finisse les élections, qui est peut-être un contentieux lié pour pouvoir aller au fond des choses. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Mafori. Quand il semble que vous faites du jogging également les samedis ou les dimanches matin. Est-ce qu'il est interdit de faire du jogging? Du tout pas. Alors bon, donc moi j'ai pas la chance de drainer de la foule derrière moi, mais quand j'ai vu les gens abandonner leur sport pour suivre un ancien président qui fait son jogging,
qu'on n'a pas pu faire, qu'on l'a pas vu faire pendant les 10 ans. Je me suis posé quand même beaucoup de questions. Il passait inaperçu. J'ai fait la marche contre la corruption. Après, le président a fait une marche contre la corruption en 2000. En 2008, non, en 2007. J'ai trouvé ça intéressant. Et moi-même, j'ai organisé une marche contre la corruption à Porte-Novo, que j'ai faite. Bon, voilà. Je ne pense pas organiser un jogging parce que, à mon avis, pour être plus sérieux, je pense que nous sommes. Les temps sont sérieux. Les temps sont graves aujourd'hui. Le pays est en reconstruction. Au moment où le président Yahi venait en 2006, le pays était déjà dévasté, en situation délicate, déliquescente. Et il avait pris des options que nous avions trouvées intéressantes. Au terme de 10 ans, certaines choses ont été faites, d'autres pas du tout, toutes très mal faites. C'est l'œuvre humaine, d'accord. Donc on ne peut pas dire, voilà, crier à haut sur le baudet, non. Mais après, moi je trouve quand même, j'ai l'impression qu'il y a un peu de théâtralisation actuellement. Il y a un peu trop du spectacle, du folklore autour du président Yahi. Et ceux qui encouragent ces choses, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, ils m'inquiètent. Parce qu'on fait de la diversion alors que le pays est alors qu'il y a des choses de sérieux à faire. Il y a à bâtir l'économie, il y a à bâtir le social, il y a à bâtir le développement durable. Il y a à régler un certain nombre il y a des gens qui vivent dans la précarité. Donc, est-ce qu'il faut moi, je ne sais pas quel est le sens, quel est le contenu d'un certain nombre d'actions d'aujourd'hui. Il n'a aucune pression parce qu'il n'est pas en exercice. Donc, quand on l'a été, on se sent toujours responsable de quelque chose. Quand on l'a été, on se sent toujours entraîné, on se sent toujours solidaire. Et quand on l'a été, on doit la voir modeste, en voyant que oui, parfois c'est les actions qu'on n'a pas pu mener raisonnablement, c'est les actions qu'on a fui qui font qu'aujourd'hui, on est dans certaines situations de déliquescence. Ça ne veut pas dire que Yaya est le seul responsable de tout ce que nous avons connu. Je ne le dis pas. Je ne peux pas le dire d'ailleurs. Mais au même moment, quand on a été à ce niveau, pour moi, je l'ai dit tantôt, je ne comprends pas le sens. Et moi, je voudrais peut-être que... On va dire, oui, il est libre, oui, c'est vrai. Mais moi, je suis libre d'analyser l'action publique, l'action d'un homme politique, d'un homme public. Et surtout quand on a eu quand on a approuvé ces idées, quand on s'est senti proche de sa vision, de un certain nombre de choses, quand on s'est allié à sa gouvernance pratiquement, quand on a adopté un certain nombre de faits, on ne peut pas comprendre que quand la situation est en danger, quand le pays est en danger, quand le pays a reconstruit sur ces aspects, et que ceux qui sont là vaillent se battent, je pense que si ce qui se fait aujourd'hui n'est pas bien fait, on peut donner des alternatives. Mais donnez-moi une seule alternative que nous avons eue de quand il y a eu, depuis que les positions sont très claires, une opposition majeure. Le CBE est là. Quand il faut ressortir, c'est pour attaquer le gouvernement. Un peu comme ce qu'on a connu depuis les années 40-60. On ne voit pas d'alternative. Mais il nous dit quelle est l'alternative. On a l'impression que c'est là pour... On assène des coups, on fait des folklores, on fait des sorties, on fait des trucs. Et il y a une meute qui accompagne cela. Non, il faut que les populations se réveillent. Il faut que la population cesse de servir de tremplin, de marchepied à certains qui se hissent au sommet. Non, moi c'est ça. Je suis vraiment embêté. Et donc, je ne sais pas d'où vient votre question, mais elle est peut-être... Non, je ne fais pas de jogging, moi j'essaie de marcher comme je peux. En tout cas, je ne fais pas le spectacle en sport. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforic, consultant politique à ETélé. Par ailleurs, expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis également. Et donc, c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Décryptage sur la fréquence de développement. Bonne suite de programme sur ETélé.